L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Amis internautes fidèles de ESAE TV, bonjour. Dimanche 28 avril 2024, bienvenue sur votre émission L'Invité. Nous recevons pour vous aujourd'hui un homme de Dieu. Il s'agit de l'abbé Arnaud-Éric Aguenounou. Il est ici dans ce studio. Je vais le recevoir avec Tati Aranda qui est déjà avec moi. Tati, bonjour. Bonjour Carles. Comment vas-tu? Je pousse et je mets la cale. Bonjour mon père. Bonjour monsieur, bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien. Et les activités à la IAJP. Tout se passe bien à l'IAJP. Ok, à l'entame de cette émission, nous allons vous faire découvrir cette figure que vous connaissez déjà parce qu'il n'est plus nouveau dans les médias au Bénin. Il s'agit, comme vous l'avez remarqué, de l'abbé Arnaud-Éric Aguenounou. Il est philosophe politique, essayiste, il est écrivain essayiste, spécialiste des questions des droits humains et des relations internationales. Il est prêtre de l'archidiocèse de Cotonou et il a fait ses études en philosophie et relations internationales en France à Dijon. Il est formateur depuis quelques années. Il est au grand séminaire de Djimé. Il est actuellement le directeur de l'Institut des artisans de justice et de paix IAJP Le Chant d'Oiseau depuis juillet 2022. Voilà, je viens de vous présenter l'abbé. Mon père, j'estime que je vous ai présenté comme vous l'aurez voulu. Oui, mais je suis plus résident à Djimé. Voilà. Vous êtes résident à Cotonou. Au Chant d'Oiseau. D'accord. Ok, aujourd'hui, nous allons nous immiscer un peu dans votre univers, l'univers de l'IAJP, parce que c'est un institut qui est au centre de beaucoup de choses actuellement. Vous intervenez dans tous les débats. Et à ce titre, nous nous sommes dit qu'il fallait que nos internautes puissent savoir un peu ce qui se passe à l'AJP et pourquoi l'AJP se fait voir autant que ça depuis quelque temps. Et qu'est-ce que vous pouvez répondre à notre curiosité? Je vous remercie pour votre invitation et l'intérêt que vous manifestez. Un intérêt manifeste et un désir citoyen de comprendre les choses. L'Institut des artisans de justice et de paix, Centre de recherche et de formation Le Chant d'Oiseau, est né le 22 décembre 1997. Il est né de l'intuition de Monseigneur de Souza, qui a voulu un tel institut pour accompagner la marche démocratique, accompagner le corps social et la communauté politique et essayer de construire une société équitable, juste et paisible dans le cœur et la conscience des citoyens. Donc l'IAJP depuis plus de 26 ans fait ce travail de formation, d'éducation et un travail de fond qui s'articule autour de plusieurs symposiums, plus d'une vingtaine de symposiums, des rencontres mensuelles qui existent depuis plus de 26 ans. Pourquoi vous entendez parler aujourd'hui de l'IAJP?
euh, c'est simple. C'est plutôt le chant d'oiseau qui est très connu. Le chant d'oiseau, c'est le nom générique de ce centre. Et il y a un volet commercial, le centre d'accueil, où il y a des chambres, des salles de réunions et conférences, un restaurant. Donc, c'est ce côté-là que les personnes connaissent. Le côté centre d'accueil a été créé pour soutenir l'Institut. Mais aujourd'hui, l'Institut est beaucoup plus connu parce que nous avons une attachée de presse bien compétente, professionnelle, qui essaye de montrer au grand jour cet institut. Donc, nos activités sont relayées dans les médias. Et puis, bon, moi-même, le Seigneur m'a fait la grâce d'être dans le champ du débat depuis 2007. Donc, tout cela aidant, l'Institut est beaucoup plus visible dans les médias à travers ses actions. Mais au-delà de tout ce que vous dites, ce qui se remarque aujourd'hui, c'est que c'est vos prises de position par rapport à l'actualité politique. Quelles sont ces prises de position-là? Parce qu'on vous entend parler, récemment vous étiez dans les médias, vous avez parlé du code électoral, à vos ateliers, on a parlé de la cherté de la vie, beaucoup de choses, beaucoup de questions que vous soulevez, mais vous les soulevez avec une prise de position. Je ne sais pas ce que vous appelez prise de position. Je ne sais pas ce que vous appelez prise de position. Un intellectuel est différent d'un diplômé. Tout à fait. Et il y a beaucoup de cadres dans le pays, mais tous les cadres ne sont pas intellectuels. L'intellectuel, c'est le diplômé, c'est le cadre qui, étant penseur, étant écrivain, met sur la place publique ses idées. Il y a le courage de mettre sur la place publique ses idées, soit par écrit, soit par la voix orale. Et il discute sur toutes les questions. Pourquoi? Pour que la société avance, pour que la lumière jaillisse dans les ténèbres. Et les ténèbres sont les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres de la gourmandise, les ténèbres de toutes les compromissions. Ce sont les vraies ténèbres, ça. Il y a des gens qui s'aplatissent et qui s'humilient parce qu'ils veulent un poste. Il y a des gens qui sont des phénomènes paranormaux qui sont sur les réseaux sociaux et qui essayent de faire de l'activisme et de jeter l'opprobre sur les autres. Voilà le contexte dans lequel nous sommes. Il y a ceux qui distillent la mauvaise information. Il y a ceux qui veulent défendre à tout prix l'indéfendable. Il y a ceux qui pensent que le peuple, c'est une bergerie, une bergerie de moutons. Non, l'image de la bergerie au plan évangélique, et quand le Seigneur donne cette image, il donne l'image du berger qui vraiment prend soin de ses brebis. Le berger qui aime ses brebis et qui va à la recherche de la brebis perdue. Mais voilà, nous on nous considère comme des moutons et que non, tout le monde n'est pas mouton. Et il faut montrer qu'il y a certaines personnes qui réfléchissent, qui ont de l'avance et qui peuvent dire simplement les choses telles que les choses sont ressenties, telles que les choses sont vues, telles que les choses sont entendues. Donc cela n'est pas une prise de position. Alors, monsieur l'abbé, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui estiment aujourd'hui qu'au niveau de notre pays, l'Église catholique est en train de sortir de sa zone de confort, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère Carles Kitoumet, vous semblez prendre des positions à la place des politiques. Jamais, jamais. Ceux qui le disent, autrefois, couraient après l'Église. Pour avoir le soutien, c'est ça? Le soutien de l'Église. Ça veut dire que vous avez toujours été là. Mais l'Église est une institution. Le Saint-Siège, c'est une institution. Et dans chaque église, dans chaque pays, il y a une église comme
une institution qui porte et qui contient des diplômés. Un prêtre, c'est bac plus 9. Vous avez la licence, le master ou le doctorat dans un domaine, vous rentrez dans l'église, vous faites 9 ans. vous faites 9 ans. Oui. Donc, cela veut dire que l'église, avec les prêtres, les religieux, religieuses et les fidèles laïcs qui constituent l'église est quand même une force vive. Et vous allez dire à cette force vive, ne taisez-vous, silence, tout est bon, consommez, voilà. Alors que toutes ces forces vives-là sont appelées à voter. Toutes ces forces vives-là vivent dans les limites de ce territoire-là. Elle dit non, ne vous prononcez pas, taisez-vous. C'est pas possible ça. C'est surréaliste et c'est irrationnel de le penser. Ceux qui le pensent sont irrationnels et c'est surréaliste. Autrement dit, l'IAJP essaye d'éclairer la lanterne des populations pour qu'elles sachent choisir le bon ou bien aller à l'essentiel au lieu de se faire marcher dessus. Le travail de l'IAJP, c'est de travailler sur les consciences, d'éclairer les consciences. L'IAJP ou l'Église elle-même ne prend pas la place des décideurs. On ne prend pas la place des décideurs. Mais pourquoi le décideur il est si inquiet? On ne prend pas sa place. Pourquoi il est si inquiet? Je ne vois pas pourquoi on va être inquiet. Je ne vois pas pourquoi un code qui est un outil de bien commun au service de tous, pourquoi on va estimer que ce code-là, en fait, c'est un outil du couvent, alors que ça concerne tout le monde. C'est comme si ceux qui vont voter vont venir d'ailleurs, et en fait que ce n'est pas nous. D'accord. Ce n'est pas vous qui votez, laissez ceux qui vont voter, qui viennent d'ailleurs de se prononcer. Non, non, l'Église n'est pas de l'opposition, l'Église n'est pas de la mouvance. Elle est centriste alors? L'Église n'est pas centriste. Elle n'a pas de position, c'est ça? L'Église, la position, si vous parlez en termes de position, vous tombez dans la politicaillerie. Ah bon? Non, oui, bien sûr. On peut pas parler en termes de position, parce que quand vous parlez de position, l'homme politique pense à la mouvance, à l'opposition, ou à la droite ou à la gauche. Tout à fait. L'Église est prophétique. D'accord. L'Église porte une parole, annonce le bien, dénonce le mal et indique le chemin de la paix, le chemin de la vérité. Un peu comme le Christ l'a fait. Il ne s'agit pas pour nous de prendre parti pour Paul ou pour Jacques. C'est pas ça. Si on prend parti pour Paul ou pour Jacques, 10 ans après, 20 ans après, on dira, bon, on n'a pas eu raison. Mais l'Église cherche à suivre l'intellectualité, la scientificité et la méthodologie des concepts. Oui, mais tous ces thèmes que vous évoquez, quand même, nous font penser à une organisation parfaite. Et nous savons que l'Église catholique est très organisée. Et nous savons qu'à l'IAJP, ce mois-ci, vous avez développé des rencontres, des échanges avec les gens, avec des thèmes bien structurés. Mais ces thèmes-là, vous allez nous briefer par rapport à ça tout à l'heure. Mais ces thèmes ne vous ont pas empêché quand même, vous personnellement, de prendre la parole publiquement et de parler du code électoral. Comment cela s'explique? Vous êtes contre mon intervention sur le code ou bien vous me déniez le droit de me prononcer sur le code? Je n'ai pas bien compris la question. Je ne suis pas contre, je ne vous dénie pas le droit non plus, mais je n'ai pas compris On veut juste comment comprendre. ça se... Je n'ai pas compris. On veut juste comprendre. Parce Qu'est-ce que que vous vous voulez êtes si comprendre? organisé que quand vous sortez du cadre des thèmes sur lesquels vous travaillez, Oui. je me pose des questions, simplement. J'ai été, pour l'histoire, Oui. j'ai été invité et je suis invité depuis 2018, régulièrement. J'ai été invité et quand on m'invite d'abord en tant que philosophe politique, écrivain, essayiste. OK. Et on me pose plusieurs questions. L'émission pour laquelle j'ai été invité, iTélé, je crois que c'est de ça que vous parlez précisément. Cette émission, par exemple, est une émission d'1h32. Est-ce que vous avez suivi cette émission? Je l'ai suivi. En entier.
Non, je dirais non, parce que moi-même, j'ai fait des coupes dedans pour regarder encore. Voilà. J'ai regardé d'un trait, Voilà. j'ai fait des coupes et j'ai Donc, fait des donc, fixations. si vous regardez cette émission Oui. de bout en bout, vous allez voir que le journaliste est parti de la base. Oui, Pourquoi un philosophe politique peut être prêtre? Et je l'ai expliqué. D'où vient ma vocation. oui, Ensuite, ce que je fais à l'IAJP. Oui. Pourquoi l'IAJP est si visible aujourd'hui, Oui. ce que nous faisons. Et après, il m'a posé des questions et j'ai opiné de façon personnelle sur les sujets. D'accord. Alors, Mon opinion oui. donnée est différente de l'opinion de la conférence épiscopale, qui est une institution de l'Église, une institution centrale. D'accord. Moi, je porte une parole d'opinion. Et ça, c'est important. Il faut être intellectuel pour comprendre. voilà qui est Et- clair. Hein? si on n'est pas intellectuel, on ne comprendra pas. D'accord. Maintenant, notre thème d'année, si on m'invite sur un sujet qui est notre thème d'année, je vais me prononcer là-dessus. Oui. Si on m'invite sur le code électoral, je vais me prononcer. Si on m'invite sur tel sujet, je me prononce sur les sujets qui sont dans mes cordes. D'accord. Alors, moi, je suis heureuse de savoir que vous êtes un philosophe politique parce que Carles l'a rappelé dans la présentation. Alors, moi, je vous pose la question aujourd'hui. En tant que philosophe politique, considérez-vous que la réforme du système partisan au Bénin est mesquine? Je ne suis pas d'accord pour cette réforme. Je suis d'accord pour le diagnostic qui est fait, mais cette solution ne m'agrée pas. J'ai écrit un livre dont le titre est La frénésie du messianisme. J'ai parlé du système partisan dans le livre. Ok. Et j'ai mis en index un document publié autrefois par le ministre Abraham Zinoroué. Je suis pour un système partisan qui se met en place par la volonté et la conscience des hommes, tout naturellement. Ok. Comme le mouvement, le parti Union fait la nation, qui est un regroupement. Ils ont eu cette initiative avant la réforme Oui. du système partisan. Mais cette réforme vient à pas de charge. Et j'appelle ça du juridisme. Par la loi, on oblige les uns et les autres à se ranger. Par la loi. Et cette méthode laisse des séquelles. Lesquels? Les séquelles aujourd'hui, c'est d'avoir un code arrimé à ce système partisan-là. Donc, on force les choses. De façon naturelle, il y a une sélection qui se fait. Autrefois, quand il y a l'élection législative, vous avez plusieurs partis. Si 300 partis sont candidats aux élections législatives, Oui. il n'y aura pas 300 au Parlement. Il y a déjà une sélection naturelle. Quand on avait 27 candidats aux élections présidentielles, au deuxième tour, on n'a plus ce nombre-là. Donc, il y a une sélection naturelle qui se faisait. Mais on a voulu faire du système partisan un peu un aménagement territorial. Cet arbre-là n'est pas beau, il faut enlever, ceci n'est pas bien, il faut enlever ceci. Oui, mais il y avait une sélection naturelle, comme vous le dites, mon père. Mais dans cette sélection naturelle, il y en avait qui profitaient pour faire du marchandage. C'est pour ça qu'on a instauré cette réforme du système partisan. On n'a pas connaissance que depuis que cette réforme est mise en place, nous avons vécu déjà quand même 2 ou 3 élections, je pense, avec cette réforme. Vous parlez de quel marchandage? Électoral, politique. marchandage électoral, marchandage politique, quand il fallait se retrouver du côté Et du palais. qui entretenait ce marchandage? Les politiques. Bah, donc, eux-mêmes, ils ont estimé que non, il fallait mettre fin à ça. Non, c'est pas vrai, c'est pas les politiques. C'est l'agent roi qui gérait ce marchandage-là. L'agent roi. L'agent roi. Mais à travers le politique. Dans tout pays, au-dessus de politique, il y a toujours le monde des finances. Ok. Dans tous les pays au monde, au-dessus du politique, il y a le monde des finances. Et les finances arrosent qui? Les politiques. Et les politiques font quoi de cet arrosage? Mais vous voulez qu'ils fassent quoi de cet arrosage? À vous de nous dire. Non, je pense qu'il faut aller au-delà. D'accord.
et savoir raison garder. Ok. Le système partisan tel que nous l'avons aujourd'hui, je ne vois pas ce que ça change en termes politiques. Je ne vois pas ce que ça change réellement. Il y a beaucoup de bruit de couloir. Quand vous écoutez les uns et les autres, Bon, vous êtes dans une position qui vous permet quand même d'entendre beaucoup de personnes. si vous écoutez les uns et les autres, vous allez voir que ceux qui sont même dans les deux blocs, UPR, BR, ne sont pas satisfaits. Ils ne sont pas contents. Ouais. Donc ça veut dire que quand vous regroupez des gens par la force des choses, par la force de la loi, ça ne donne pas comme s'ils se sont réunis eux-mêmes par volonté personnelle et par une conscience allumée, hein, du désir de se mettre ensemble et d'avancer. Toute analyse faite, hein, mon père, est-ce que vous estimez aujourd'hui que l'électorat béninois est cadenassé? Mais l'électorat béninois est tout simplement instrumentalisé. Parce que si vous mettez des taux comme verrou, Oui. ça veut dire qu'à la source, vous obligez des gens de telle ou telle région, s'ils veulent que leur voix soit prise en compte, vous estimez que ces populations doivent voter plutôt pour celui qui appartient au grand parti. Mais s'ils votent pour quelqu'un qui est d'un grand parti massivement, leur voix ne portera pas. Et je donne comme exemple que ce que nous faisons n'est pas démocratique. C'est du juridisme. C'est du juridisme. C'est un système politique qu'on met en place pour servir des intérêts. Mais au plan démocratique, ça n'existe nulle part. Nulle part. Ok, ce constat fait, comment est-ce qu'on peut apprécier l'action de l'IAJP? Parce que c'est éclairer la lanterne des Béninois. Qu'est-ce que vous faites pour que les Béninois puissent quand même ouvrir les yeux sur ce qui se passe pour une prise de décision consciente? Il faut préciser que ce n'est pas l'IAJP qui a parlé du code électoral. Non, aucunement, aucunement. C'est pour ça que j'avais fait la différence entre l'organisation et votre prise de parole. Aucunement, oui, je sais. C'est moi qui ai parlé de cela parce qu'on m'a posé la question. Je suis d'accord. Voilà. Et on m'a posé la question pour savoir clairement ce que je pense. Oui. Parce que si je sens qu'on ne veut pas que je dise clairement les choses, je sais aussi comment répondre. Ouais. Mais ce jour-là, on voulait que je réponde clairement. J'ai répondu clairement. Mais là, je vous donne l'opportunité de parler de ce que l'IAJP a prévu. L'IAJP a un thème d'année, oui, qui est sur la coopération internationale et les défis contemporains en Afrique. Oui. On a fait un premier trimestre de débat, de conférences, de cercles de réflexion portant sur l'extrémisme religieux et le terrorisme, oui, et l'insécurité. Oui. Nous sommes au deuxième trimestre et le thème portera sur l'économie mondiale et les défis contemporains en Afrique. Oui. Et on a commencé par une première conférence du professeur John Igué, Oui. qui a rassemblé du monde. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Le 16 mai, on aura un débat politique. Parce que nous, notre idée, c'est de faire une conférence avec un expert, un spécialiste, après un débat politique, débat de décideurs, Okay. et après des cercles de réflexion comme carrefour de réflexion citoyenne. Okay. Donc, c'est ce que nous faisons à l'IAJP, ça c'est notre programme d'année. Et tout le monde est invité, toutes les autorités politiques ou administratives, tous les cadres, tous sont invités. Et ça, c'est ce que l'IAJP fait comme institution. Vous avez bouclé le premier trimestre. Bien sûr, nous sommes dans le deuxième trimestre. Tout ce que vous avez fait, comment est-ce qu'on peut avoir accès aux fruits de ces grandes réflexions qu'il y a eu à l'IAJP qui impactent quand même la vie nationale? Vous avez déjà sur YouTube, on a un portail YouTube, vous verrez l'intégralité des débats sur YouTube. Ensuite, vous verrez aussi sur notre site Facebook aussi l'intégralité du débat. Mais en dehors de ça, vous verrez aussi que toutes les personnes, les journalistes qui arrivent, ces journalistes-là relaient l'information. Oui. Vous verrez dans les médias,
les capsules, les articles et puis tout le reste. Mais au final, il y aura les actes plus tard de tous ces moments de réflexion et d'échange. Alors, lors d'une de vos récentes sorties médiatiques, mon père, vous avez déclaré, je cite, « Le président Patrice Talon est le maître du jeu ». Pourquoi est-ce que vous avez sorti cette affirmation? Parce que je peux le dire que vous avez affirmé que lorsqu'on parle de l'arène politique aujourd'hui dans notre pays, il est le maître du jeu. Oui, on m'a posé la question sur l'amnistie, sur Madougou, sur Aïvor, sur les exilés, ceux qui sont en prison. J'ai dit il est le maître du jeu pour ça. Pareil, ce sont des problèmes politiques. Il faut des solutions politiques. Mais en dehors de ça, quand vous voyez autour de lui, tous ceux qui gravitent, leur regard, l'obédience, qui est toute tournée vers le président Patrice Talon, vous vous rendez compte qu'il est maître du jeu. Voilà, quand vous écoutez les déclarations, les postures, et tout le monde se positionne dans son environnement, on sent que vraiment, c'est lui le maître du jeu. Dans un passé récent, au temps de Yahi Boni, vous allez voir qu'il y a des lieutenants. Et chaque lieutenant est maître de son fief. Et vous allez voir les activités les week-ends dans tel fief, dans tel fief, dans tel fief, dans tel fief. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Il y a un seul maître. Oui, mais peut-être que c'est tout ça que la réforme du système partisan a voulu couper, mon père. La réforme du système partisan a instrumentalisé les choses. Donc, on n'a plus besoin aujourd'hui d'aller faire campagne. On n'a plus besoin de faire campagne. Et les 40-68, c'est ça, les dés sont... Mais c'est clair. On connaît déjà les nombres que les dés vont nous sortir, on n'a pas besoin de faire campagne. Ah ouais? Non, mais le président Patrice Talon lui-même a dit, avant la campagne, que pour réussir, il faut maîtriser les grands électeurs. Oui. On n'a pas été assez intelligent pour écouter ce qu'il disait avant. On n'a jamais écouté. Si on était assez intelligent, on n'allait pas peut-être le plébisciter comme on l'a fait. Mais on l'a plébiscité parce qu'on a voté contre un autre. Voilà. C'est ça au Bénin. C'est en votant contre un autre que le second est chanceux, il passe. Ça me permet de rebondir sur cette question également. Vous avez estimé que le pouvoir politique abuse de la douceur de l'Église au Bénin. Oui. Comment? Mais l'Église au Bénin est très douce. Vous avez voulu faire ressortir par cette affirmation? L'Église au Bénin est très douce. Ah oui? Vous écoutez, par exemple, les évêques au Congo, vous écoutez les évêques en Côte d'Ivoire, vous estimez que c'est pareil? C'est pas pareil. L'Église au Bénin est très douce. Vous écoutez les évêques des pays anglophones. Non, l'Église au Bénin est très douce. L'Église au Bénin est très respectueuse de l'autorité. L'Église au Bénin écoute l'autorité, respecte l'autorité, pourtant la tasse de tous les noms, surtout ces derniers temps. Pendant que vous en parlez, si on voit un peu les sorties, en fait, les actions de l'Église catholique, le Bénin est quand même un pays catholique. Si toutes les confessions religieuses se mettaient dans la danse de la même façon, est-ce que ça ne va pas faire un peu des autres? Vous ne pouvez pas comparer toutes les religions à l'Église catholique. Comparaison n'est pas raison. L'Église catholique est une institution bimillénaire. Oui. Bimillénaire. Formée. Il y a des gens formés dans l'Église. Des gens de haut niveau. Moi, je ne suis rien. Je suis rien par rapport... Vous n'êtes qu'un grain de sable là dans cette... Bien sûr. Voilà. Il y a des gens qui sont très qualifiés, tapis dans l'ombre, qui ne disent rien, que vous ne verrez jamais sur des plateaux. Oui. Mais ils sont lourdement qualifiés. Qui agissent dans l'ombre. Qui sont lourdement qualifiés. Conseillent dans l'ombre. Même s'ils ne conseillent pas, ils sont à leur tâche. Okay. Ils sont lourdement qualifiés. Donc vous estimez que cette église ne va pas se prononcer alors que cette église a été au cœur de notre histoire depuis les débuts. Ensuite, l'église respecte toutes les autres religions. Le dialogue interreligieux existe, l'église respecte toutes les autres religions. D'ailleurs, dans l'église, moi, je suis fond de par mon père. Oui.
Et dans ma famille, on n'est pas majoritairement catholique. D'accord. On n'est pas majoritaire. Nous sommes de la religion endogène dans ma famille. Ok. C'est maintenant que mes petits neveux du village, certains vont au sacrement. Sinon, dans ma famille, nous sommes entièrement dans la religion endogène. Et beaucoup de catholiques, leur famille, c'est comme ça. Et en voyant réellement la réalité, on se rend compte que des pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Congo sont plus catholiques que nous. Oui. Des pays comme le Nigeria sont plus catholiques. Les catholiques ne sont pas majoritaires au Bénin. Ok. Mais on bénéficie de cette douceur que nous manifestons, de cette ouverture que nous manifestons. On dit même enfant, catholique non bendéa. Et on trouve que nos frères des religions de réveil sont plus durs, sont plus rigoristes. Et c'est la réalité. Donc, ceux qui s'attaquent à l'Église sont des fils de l'Église. Ceux que vous avez vus ces derniers temps, qui ont réagi de façon épidémique, sont des personnes vraiment, des fils et filles de l'Église. Le colloque qui a été organisé par les cadres catholiques. Pourquoi vous voyez que le clergé, l'homme en robe, non, ça a été organisé par les cadres catholiques. Mais il y avait du monde, il y avait un monde fou. C'était un succès ce colloque mais bien sûr, le code électoral. Bien sûr, et il y avait toutes les tendances réunies. C'est vrai qu'il n'y avait pas peut-être des ténors de la mouvance, mais il y avait des mouvanciers qui étaient là, des cadres qui étaient là. Et donc, tout n'est pas accepté, hein? Non. Alors, pour sortir de cet entretien, mon père, aujourd'hui, lorsqu'on regarde un peu la société béninoise, on taxe les politiques de toutes les souffrances du peuple. Les politiques sont taxées de tous les maux d'Israël. Pourquoi? Dans Selon tout vous. pays, c'est comme ça. Si vous voulez faire la politique, vous êtes serviteur. On ne fait pas la politique pour être bourgeois ou pour être le plus riche. On fait la politique parce qu'on aime son peuple. Et on ressent les douleurs, les souffrances, les joies, les angoisses et les peines du peuple. On est avec le peuple. La politique, ce n'est pas pour s'enrichir. Vous verrez qu'en Europe ou dans les pays occidentaux, que la politique ne sait pas enrichir. C'est l'homme d'affaires qui est riche. C'est le chef d'entreprise qui est riche. C'est le banquier comme vraiment sociétaire de banque. Mais l'homme politique, la femme politique est au service de tous, au service de son peuple et n'a qu'un salaire. Abbé Eric Aguenon, cet entretien est très intéressant. J'aurais voulu qu'on y reste pendant plus longtemps, mais nous sommes rattrapés par le temps et nous sommes bien contraints de mettre fin à cet entretien, quitte à vous recevoir une autre fois parce que je sais que vous êtes quand même une source à laquelle on peut... Une mine d'informations, je dirais. Une mine d'informations et surtout avec votre position à l'IAJP, vous entendez de tout et vous voyez de tout. Donc, vous êtes à même d'apprécier véritablement toutes les questions, qu'elles soient politiques ou sociales. Je peux me tromper, mais c'est l'image que moi j'ai de vous. Et ce matin, j'ai été très ravi de vous recevoir sur ce plateau en compagnie de Tatiana Randa. Et ce matin, vous nous avez fait comprendre que le politique est un serviteur du peuple, il doit tout accepter. Et vous avez fait comprendre quand même que le peuple est instrumentalisé et que il faudrait quand même qu'on puisse ouvrir les yeux aux uns aux autres pour apprécier autrement les choses. Je résume un peu comme ça beaucoup de choses que vous avez eu à dire qui me paraissent quand même assez intéressantes. Et je voudrais qu'on retienne que vous, au niveau de l'IAJP, vous faites un travail avec toutes les tendances politiques. Ce n'est pas une prise de position, vous n'êtes pas opposant, vous n'êtes pas mouvancier, vous n'êtes pas centriste, mais vous accompagnez le peuple qui est en fait l'Église et la plupart des décideurs font partie de l'Église. Donc vous accompagnez les gens quand même à mettre un peu de lumière dans les ténèbres. Je crois que c'est comme ça que moi j'ai reçu vos propos de ce matin. Je ne sais pas si j'ai trahi vos propos. Si vous permettez, Oui, je vais placer 2 mots. Oui, allez-y. Oui. Madame, je ne suis pas un grenier d'informations. J'essaye juste de réfléchir sur le fait social. D'accord.
Et ensuite, monsieur, je voulais vous préciser que quand on rentre en politique, on est prêt à être dénigré. On est prêt à accueillir les critiques parce que la matière politique, c'est travailler sur le peuple, travailler sur les problèmes du peuple, les problèmes du pays. Et on ne peut pas être en train de travailler sur les problèmes du pays, chercher solution et se dire que on est intouchable au plan de la réflexion. Parce que vous touchez cette matière-là, tout le monde peut vous critiquer, tout le monde peut s'exprimer sur ce que vous faites. Surtout que la chose est tangible. Voilà. Vous êtes philosophe politique et vous avez bien repris ma compréhension des choses pour les préciser davantage. Je m'en réjouis. Je parie que le plaisir est partagé par nos téléspectateurs qui ont, je suis sûr, qui ont bien compris vos propos et qui sachent comment vous apprécier prochainement par rapport à tout ce qui va se passer à votre niveau. Je vais vous dire infiniment merci. Merci d'avoir été là. Merci pour la patience. Je vais dire merci à Tati qui m'a fortement soutenu tout au long de cet entretien. Je vais dire merci à Carole. Merci à toute l'équipe technique. Ça n'a pas été facile, mais par la grâce de Dieu, l'atterrissage est meilleur. Merci, que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain pour un autre programme. Merci beaucoup. Merci.